Il était 3 heures du matin lorsque la lumière de mon téléphone a déchiré l'obscurité de ma chambre. Le message de mon fils Thomas clignotait sur l'écran et chaque mot était comme un coup dans l'estomac. « Maman, je sais que tu as acheté la voiture pour Élodie et que tu paies l'école de Lucas, mais elle ne veut pas que tu viennes à son anniversaire demain. C'est mieux que tu ne viennes pas. » J'ai tenu le téléphone avec les mains tremblantes, sentant quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une rage glacée, le genre de rage qui grandit petit à petit et qui explose soudainement. J'ai tapé seulement 2 mots. D'accord. Mais à ce moment précis, j'ai pris une décision qui allait tout changer pour toujours. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Madeleine, j'ai 69 ans et j'ai construit ma vie de mes propres mains. Je suis née dans une famille pauvre dans la campagne bretonne où le luxe était d'avoir de la nourriture sur la table tous les jours. Mon père était ouvrier agricole, ma mère lavait le linge des familles riches du village. Nous étions 6 enfants entassés dans une petite maison en pierre où l'hiver le froid passait à travers les murs et l'été la chaleur nous étouffait. À 15 ans, je travaillais déjà dans un atelier de confection à Rennes, me levant à 5 heures du matin pour prendre 2 bus. Le trajet durait 1 heure et demie. J'arrivais avant le lever du soleil et je rentrais après son coucher. Je n'ai pas eu une enfance de poupées et de jeux. J'ai eu une enfance de responsabilités et de factures à aider à payer. Mes mains sont devenues calleuses à force de coudre. Mes yeux se sont fatigués à force de fixer les tissus sous la faible lumière de l'atelier. Je me suis mariée avec Pierre à 22 ans. Il était mécanicien dans un garage automobile, travailleur, honnête, un homme bon qui est mort trop jeune. Nous avions acheté une petite maison modeste à la périphérie de Lyon, avec un jardin où je cultivais des légumes. Thomas n'avait que 5 ans lorsqu'un accident de travail a emporté mon mari. Un cric mal positionné, une voiture qui est tombée. Pierre n'a pas eu le temps de souffrir, m'ont-ils dit, comme si cela pouvait atténuer ma douleur. Je me souviens des funérailles, de mon petit garçon serrant ma main, demandant quand son papa allait se réveiller. Il portait son costume beige trop grand, celui que nous avions acheté pour le mariage de mon frère. Ses yeux cherchaient les miens, attendant une explication que je ne pouvais pas donner. J'ai dû être forte ce jour-là et tous les jours qui ont suivi. Pleurer était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Je me suis retrouvée seule avec un enfant, sans pension, sans assurance, avec des dettes que Pierre avait laissées. Le crédit de la maison, les factures en retard, les frais de funérailles. J'aurais pu retourner chez mes parents, accepter la défaite, vivre par charité, mais ce n'était pas dans ma nature. Ma mère me l'a proposé, mon père aussi, mais je voyais bien qu'ils avaient déjà du mal à joindre les 2 bouts. Je ne voulais pas être un fardeau. J'ai commencé à faire le ménage dans des maisons de famille, 3, 4 par jour, Madame Dubois le lundi et le jeudi, Madame Laurent le mardi et le vendredi, Madame Rousseau le mercredi. Le week-end, je nettoyais des bureaux. Le soir, je cousais des vêtements pour vendre au marché. Je réparais des pantalons, je retouchais des robes, je cousais des rideaux. Je dormais 4 heures par nuit, quand je dormais. Le café était mon meilleur ami. Thomas a grandi en me voyant travailler sans arrêt. Il faisait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que je repassais. Il m'aidait à plier le linge propre. Il apprenait à être autonome parce qu'il n'avait pas le choix. La nourriture n'a jamais manqué sur notre table, même si elle était simple. Des pâtes, du riz, des légumes du jardin, parfois un poulet le dimanche. Les vêtements propres n'ont jamais manqué, même s'ils étaient rapiécés. Et l'amour n'a jamais manqué, car aussi fatiguée que j'étais, j'avais toujours un câlin à donner, une histoire à raconter avant de dormir. Quand il avait 10 ans, j'ai obtenu un meilleur emploi dans une entreprise de nettoyage. Je gagnais plus, j'avais la sécurité sociale, des avantages. Petit à petit, j'ai gravi les échelons, je suis devenue superviseur, puis gérante. Je gérais les équipes, je négociais les contrats, je m'occupais de la comptabilité. À 35 ans, j'ai ouvert ma propre entreprise de nettoyage. J'ai commencé petite, seulement moi et 2 employés, Nadine et Françoise, 2 femmes courageuses comme moi qui avaient besoin d'une chance. Aujourd'hui, à 69 ans, j'ai 40 employés et des contrats avec des immeubles commerciaux dans tout Lyon.
Des bureaux, des cliniques, des résidences. Mon entreprise est respectée, mes employés sont bien payés, et je suis fière de ce que j'ai construit. J'ai fait tout cela pour moi, mais principalement pour Thomas. Je voulais qu'il ait ce que je n'avais jamais eu. Une éducation de qualité, des opportunités, la possibilité d'être quelqu'un sans commencer par le bas comme moi. J'ai payé l'école privée, les cours d'anglais, les études en administration des entreprises à l'université. Il a obtenu son diplôme avec mention, trouvé un bon travail dans une entreprise multinationale et a commencé à bien gagner sa vie. Je voyais mon sacrifice porter ses fruits. Mon fils portait des costumes, travaillait dans un bureau avec vue sur le Rhône, gagnait en 1 mois ce que je gagnais en 6 quand j'ai commencé. C'est alors qu'il a rencontré Élodie. Elle travaillait au service marketing de la même entreprise. Toujours impeccable, toujours maquillée, toujours avec des vêtements qui coûtaient plus que mon salaire d'1 mois entier quand j'ai commencé à travailler. Des tailleurs griffés, des sacs de marque, des chaussures à talons qui claquaient sur le sol comme une déclaration de supériorité. Dès le premier jour où Thomas me l'a présentée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas de la jalousie de mère. J'avais déjà rencontré d'autres petites amies de Thomas avant elle. C'était de la pure observation, l'instinct aiguisé d'une femme qui a vécu assez longtemps pour reconnaître les faux-semblants. La façon dont elle regardait ma maison modeste lors de sa première visite, ses yeux balayant les meubles anciens, le canapé un peu usé, les rideaux que j'avais cousus moi-même. La façon dont elle examinait mes mains calleuses de tant de travail, comme si elles étaient une curiosité déplaisante. La façon dont elle fronçait imperceptiblement le nez quand je racontais des histoires du passé, de l'époque où je nettoyais des toilettes pour survivre, où je prenais 2 bus avant l'aube, où je cousais jusqu'à minuit. « Quelle phase difficile, Madeleine », disait-elle avec ce ton de fausse pitié qui me glaçait le sang. « Heureusement que c'est derrière toi, comme si mon passé était quelque chose de honteux, comme si je devais avoir honte d'avoir lutté, d'avoir survécu, d'avoir triomphé. » Mais Thomas était amoureux, ou du moins cela le semblait. Je voyais la façon dont il la regardait, avec ses yeux d'homme ébloui. Comment il s'efforçait d'être l'homme qu'elle voulait, changeant sa façon de s'habiller, de parler, évitant de mentionner notre passé modeste devant ses collègues. Un homme différent du fils que j'avais élevé, du garçon qui m'aidait à plier le linge, qui était fier de dire que sa mère avait construit une entreprise de ses propres mains. Le mariage a été extravagant. Élodie a insisté sur chaque détail coûteux, comme si elle voulait prouver quelque chose au monde entier. Banquet de luxe dans un château à l'extérieur de Lyon, robe importée d'Italie, décoration avec des milliers de fleurs blanches, un orchestre de jazz, un photographe professionnel qui suivait chaque instant. La facture a coûté une fortune, plus que ce que beaucoup de gens gagnent en 1 an. Quand j'ai suggéré à Thomas que c'était peut-être une exagération, qu'un mariage plus simple aurait la même valeur, qu'après tout ce qui comptait c'était leur amour et non la taille du gâteau, Élodie a ri de cette manière qui n'était pas vraiment un rire. C'était un rire froid, calculé, destiné à me remettre à ma place. « Madeleine, je sais que tu viens d'un milieu différent, mais Thomas mérite une belle fête. Tu ne voudrais pas que les gens pensent qu'il n'a pas les moyens, n'est-ce pas? Comme si mon fils devait avoir honte de ses origines. Comme si le fait d'avoir été élevé par une mère qui se battait était une tâche à effacer. J'ai payé une partie de la fête, 10 000 € que j'avais économisés péniblement. Non pas parce que j'étais d'accord avec cette extravagance, mais parce que c'était mon fils. Et les mères font ces choses. Non. Elles avalent leur fierté, ouvrent leur portefeuille, acceptent d'être diminuées, font n'importe quoi pour voir leurs enfants heureux, même quand leur bonheur se fait au prix de notre dignité. Quand Lucas est né 2 ans plus tard, j'ai pensé que les choses changeraient. Un petit-fils a ce pouvoir de transformer les gens, de rappeler ce qui compte vraiment dans la vie. J'imaginais pouvoir être une grand-mère présente, garder Lucas les week-ends, lui apprendre à faire des gâteaux, lui raconter des histoires, lui transmettre les valeurs que j'avais inculquées à son père. Mais Élodie avait d'autres plans. Elle a commencé doucement avec des excuses qui semblaient raisonnables au début. Madeleine, le pédiatre a dit d'éviter trop de visites les premiers mois. Le bébé a besoin de calme, de routine, son système immunitaire est encore fragile. Ensuite, ce serait mieux que tu préviennes avant de venir, au moins 2 jours à l'avance. Nous ne voulons pas perturber l'horaire de Lucas, tu comprends?
Il a ses siestes, ses repas à heure fixe. Et puis, pourrais-tu ne pas lui faire de bisous directement sur le visage? Les microbes, tu sais? Et si tu pouvais te laver les mains en arrivant? Utiliser le gel hydroalcoolique dans l'entrée. Et ne le prends pas trop dans tes bras, il doit apprendre à être indépendant. Chaque visite était accompagnée d'une nouvelle règle, d'une nouvelle restriction. Des visites programmées pour voir mon propre petit-fils comme si j'étais une étrangère. Une connaissance lointaine qu'on tolérait par politesse. 15 heures le samedi, pas avant, pas après. 1 heure maximum pour ne pas fatiguer Lucas. Toujours sous surveillance, Élodie toujours présente, contrôlant chaque mot, chaque geste, chaque interaction. Mais j'avalais tout, je souriais, je m'adaptais, je respectais chaque règle absurde. Je faisais ce que font les mères, ce que font les grands-mères. Elles se plient, elles se courbent, elles acceptent des miettes d'attention pour ne pas être taxées de belle-mère intrusive, de grand-mère envahissante. Pour ne pas donner raison aux plaintes d'Élodie, pour ne pas risquer de perdre complètement le peu de contact que j'avais encore avec mon fils et mon petit-fils, pour ne pas être exclue, même si être incluse dans ces conditions était une forme d'humiliation quotidienne. Il y a 8 mois, ils sont venus me demander de l'aide. Ils avaient besoin d'une nouvelle voiture parce que la leur était vieille. Selon Élodie. En réalité, la voiture avait 3 ans et était parfaitement fonctionnelle, mais elle n'était pas assez bien pour l'image qu'elle voulait projeter. Ils voulaient un SUV importé, de ceux qui coûtent plus que la compte d'une maison. Thomas est venu seul chez moi, ce qui était rare. Il s'est assis dans ma cuisine simple, remuant le café que je lui avais préparé, sans avoir le courage de me regarder dans les yeux. « Maman, nous avons besoin d'une meilleure voiture. La nôtre commence à avoir des problèmes, et avec Lucas qui grandit, nous avons besoin de quelque chose de plus sûr, de plus spacieux. » Je savais que c'était un mensonge. Leur voiture allait très bien, mais je savais aussi que si je n'aidais pas, ce seraient des semaines d'Élodie se plaignant, faisant du drame, faisant en sorte que mon fils se sente inadéquat. Alors, j'ai accepté. J'ai donné 15 000 € pour la compte. Il financerait le reste. La gratitude a duré exactement 2 jours. Élodie a publié des photos de la nouvelle voiture sur les réseaux sociaux avec des légendes sur le travail acharné et la réussite. Mais aucune mention de moi, aucun merci, rien. Comme si la voiture était tombée du ciel, fruit seulement de leur effort. 6 mois plus tard, ils sont revenus. Cette fois, c'était l'école. Lucas allait avoir 4 ans. Il était en âge d'entrer à l'école maternelle. Élodie voulait une école privée chère, la meilleure de la ville où étudiaient les enfants des cadres supérieurs. Le problème, la mensualité était de 600 €. Avec le financement de la voiture, leur salaire ne le couvrait pas. Thomas n'a même pas eu besoin de demander. J'ai offert. Je vais payer l'école de Lucas. C'est mon petit-fils. Je veux qu'il ait la meilleure éducation. J'ai vu le soulagement sur le visage de mon fils, le poids quittant ses épaules. Élodie, quand elle a appris, a envoyé un message. « Merci Madeleine, tu es une belle-mère formidable. » 5 mots secs, sans émotion, comme si elle remerciait quelqu'un d'avoir tenu la porte. J'ai commencé à payer l'école. 600 € par mois, tous les mois. Je n'ai jamais été en retard. Je ne me suis jamais plainte. Parce que c'était pour Lucas, mon petit-fils, l'enfant que je voyais à peine, mais que j'aimais de tout mon cœur. Je pensais que cela me donnerait au moins le droit d'être présente dans sa vie, d'être invitée aux petites fêtes, aux événements de l'école, aux moments importants, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les visites ont continué à être rares, toujours contrôlées, toujours à heure fixe. Lucas m'appelait grand-mère Madeleine avec cette formalité, comme si j'étais une visiteuse, pas de la famille. Élodie était toujours à proximité, supervisant chaque mot, chaque interaction comme si j'allais faire quelque chose de mal. Et puis ce message est arrivé à l'aube. L'anniversaire de 5 ans de Lucas devait avoir lieu le lendemain. Une grande fête qu'Élodie avait planifiée pendant des mois. Je le savais parce que je voyais ses publications sur les réseaux sociaux, des photos de la décoration en train d'être montée, du gâteau de 3 étages en préparation, des amuse-gueules gastronomiques commandées. J'ai attendu l'invitation. Tous les jours, j'attendais que Thomas m'appelle ou qu'Élodie m'envoie un message avec les détails, mais rien n'est arrivé. Jusqu'à ce qu'à 3 heures du matin, incapable de dormir à cause de l'anxiété, mon fils envoie ce message qui m'a déchiré le cœur en 2. «
Maman, je sais que tu as acheté la voiture pour Élodie et que tu paies l'école de Lucas, mais elle ne veut pas que tu viennes à son anniversaire demain. C'est mieux que tu ne viennes pas. » J'ai lu et relu ces mots une dizaine de fois, comme si relire allait changer le sens. Mais cela n'a pas changé. Mon fils me disait de ne pas aller à l'anniversaire de mon propre petit-fils. La femme que j'entretenais, qui conduisait la voiture que j'avais payée, dont le fils étudiait dans l'école que je finançais, ne me voulait pas près d'elle. J'ai senti la rage monter, chaude et suffocante. Ce n'était pas seulement l'exclusion de la fête, c'était tout. Tous les affronts avalés. Toutes les fois où je me suis sentie petite, invisible, jetable. Toutes les miettes d'attention que j'ai acceptées, parce que j'avais peur de perdre complètement le contact avec mon fils et mon petit-fils. J'ai tapé ma réponse avec les mains tremblantes. D'accord. 2 mots qui signifiaient beaucoup plus qu'une acceptation. Ils signifiaient que quelque chose en moi s'était brisé de façon irréparable. Ils signifiaient que je venais de prendre une décision. Je me suis levée du lit, je suis allée dans mon bureau et j'ai allumé l'ordinateur. Je n'allais pas dormir de toute façon. J'ai ouvert le dossier où je gardais tous les documents de la voiture parce que je n'étais pas naïve, je n'étais pas la vieille idiote qu'Élodie pensait que j'étais. Quand j'ai acheté cette voiture, j'ai été intelligente. La voiture était à mon nom. Je l'avais fait ainsi exprès, disant à Thomas que c'était pour faciliter le financement, pour obtenir un meilleur taux. En réalité, c'était une protection. J'avais un contrat de prêt à usage, leur permettant d'utiliser la voiture gratuitement, mais avec une clause. Il pouvait être révoqué à tout moment en cas de manquement de respect aux accords familiaux. Et pour l'école, je payais directement. Chaque mois, la mensualité sortait de mon compte vers le compte de l'école. J'avais tous les justificatifs, tous les reçus, et je pouvais annuler quand je voulais. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon avocat, Maître Dubois, un vieil ami de l'époque où je construisais encore mon entreprise. Il était 4 heures du matin, mais je m'en fichais. « Madeleine ?» Sa voix était rauque de sommeil. « Tout va bien. Il s'est passé quelque chose. »« Maître Dubois, » j'ai dit, ma voix ferme comme l'acier. « J'ai besoin que vous me prépariez des documents. Je veux révoquer le prêt à usage de la voiture et annuler les paiements de l'école. Tout aujourd'hui. » Il y a eu un silence. « Madeleine, êtes-vous sûre? C'est votre fils, votre petit-fils, je suis absolument certaine. Je veux les documents prêts pour midi, et je veux que l'huissier de justice livre la notification cet après-midi pendant la fête d'anniversaire. » Un autre silence plus long. « Ça va être une guerre, Madeleine. »« Je sais. Préparez les documents. » J'ai raccroché et je suis restée à regarder par la fenêtre. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel en rose et orange. Quelque part dans cette ville, mon fils et sa femme dormaient tranquillement, sans savoir ce qui était sur le point de leur tomber dessus. Ils m'avaient exclu de la fête de mon petit-fils. Ils allaient découvrir que l'exclusion a des conséquences. À midi, Maître Dubois m'a appelé. C'est fait. L'huissier ira là-bas à 15 heures. J'ai regardé l'horloge. La fête commençait à 14 heures. Parfait. Merci, Maître Dubois. Madeleine, êtes-vous absolument sûre? Parce qu'une fois que cela commence, je suis sûre. Je me suis habillée avec soin. Je n'irai pas à la fête, mais j'avais d'autres plans. J'ai choisi des vêtements élégants, discrets, j'ai relevé mes cheveux, j'ai mis du rouge à lèvres. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'ai vu une femme de 69 ans qui avait travaillé toute sa vie. Des rides sur le visage, des mains calleuses, mais une posture droite, un regard ferme. Une femme qui avait construit un empire depuis zéro, qui avait élevé un fils seul, qui avait toujours mis tout le monde avant elle-même. Une femme qui finalement avait dit assez. J'ai pris mon sac et je suis allée dans le quartier où vivait Thomas. C'était une résidence sécurisée de classe moyenne supérieure, sûre, arborée, le genre d'endroit où Élodie avait toujours voulu vivre. Je me suis garée dans la rue d'où j'avais vu sur l'entrée de l'immeuble. Il était 14h15. J'ai commencé à voir les invités arriver. Des couples avec des enfants bien habillés, portant de grands cadeaux, de belles voitures s'arrêtant devant. Tout très organisé, très joli, très parfait. Plus d'invités sont arrivés. J'ai remarqué que je ne connaissais personne, aucun ami d'enfance de Thomas, aucun cousin, aucun parent, seulement le cercle social d'Élodie, des gens qui mesuraient la valeur par les vêtements qu'ils portaient. À 14h40,
L'huissier de justice est arrivé. Un homme d'âge moyen, costume anthracite, porte-documents en cuir. Il a vérifié l'adresse sur les papiers et est entré dans l'immeuble. Mon cœur s'est accéléré. Ce n'était pas de la peur ou du regret, c'était de l'anticipation. C'était la sensation de finalement faire quelque chose pour moi-même, de finalement me défendre. J'ai imaginé la scène là-haut. La fête pleine de monde, de la musique, des enfants jouant, Lucas habillé en super-héros ou quelque chose comme ça, étant le centre d'attention. Et puis la sonnette, l'huissier à la porte, la confusion. Qui est-ce? Que veut-il? L'enveloppe étant remise, Thomas l'ouvrant, lisant, le sang disparaissant de son visage. Notification de révocation de prêt à usage, restitution immédiate du véhicule. Annulation du paiement de l'école. Délai 72 heures. Assise dans ma voiture, j'ai souri. Ce n'était pas du bonheur, c'était de la libération. Mon téléphone a commencé à sonner. Thomas. Je l'ai ignoré. Il a sonné encore et encore et encore. Je l'ai laissé sonner. Puis les messages sont arrivés. Maman, qu'est-ce que c'est? Il y a un huissier ici qui dit que tu veux la voiture. C'est une erreur, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît, réponds au téléphone. Tout le monde a vu ça. Élodie est désespérée. Comment peux-tu faire ça le jour de l'anniversaire de ton petit-fils? Quel genre de grand-mère fait quelque chose comme ça? J'ai lu chaque message calmement. Puis j'ai tapé ma réponse. Tu m'as dit de ne pas aller à la fête parce que je n'étais pas la bienvenue, alors je ne suis pas venue, mais j'ai envoyé un représentant à ma place. Et quant à la voiture et l'école, je ne suis pas obligée d'entretenir ceux qui me manquent de respect. J'ai envoyé et j'ai éteint le téléphone. Je ne voulais pas entendre des supplications, des promesses vides que les choses changeraient. J'en avais assez d'être la mère compréhensive qui avalait tout. J'ai démarré la voiture et je suis partie de là. Je me suis rendue au centre de Lyon, à l'immeuble où se trouvait mon entreprise. Je suis montée à mon bureau au dernier étage. La secrétaire m'a saluée surprise. « Madame Madeleine, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Je suis venue régler des choses, Marianne. Ne me passe pas d'appel, s'il te plaît. » J'ai rallumé le téléphone. 53 appels manqués, 42 messages, tous de Thomas. Aucun d'Élodie. J'ai commencé à lire. « Maman, ça doit être un malentendu. Comment ça tu veux la voiture? Les invités sont tous partis. Tu as gâché la fête de Lucas. » Élodie fait une crise de nerfs. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Laisse-moi venir. » J'ai tapé l'adresse du bureau. « Viens seule. Si Élodie vient, je n'ouvre pas la porte. » La réponse a été immédiate. J'arrive. 20 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Thomas était méconnaissable. Cheveux en désordre, vêtements froissés, yeux rouges. Il s'est assis face à mon bureau, s'effondrant comme s'il n'avait plus de force. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que j'ai envoyé ce message hier soir, mais je n'imaginais pas que tu allais faire ça. Je me suis assise et je l'ai affronté. Tu ne sais vraiment pas. La voiture est à moi, Thomas. Elle l'a toujours été. Toi et Élodie l'utilisiez gratuitement. Quant à l'école, je paie. Je peux arrêter de payer quand je veux. Mais tu as dit que c'était pour aider. Et je le veux, mais je ne suis pas obligée de financer des luxes pour ceux qui me traitent comme des ordures. » Il s'est passé les mains sur le visage. Nous ne t'avons jamais traité comme des ordures. J'ai pris le téléphone et j'ai lu à voix haute son message. Elle ne veut pas que tu viennes à son anniversaire demain. C'est mieux que tu ne viennes pas. Je l'ai regardé. Ce n'est pas me traiter comme des ordures. Élodie t'a demandé de m'exclure et tu as obéi comme tu obéis toujours. Thomas est resté silencieux, puis a murmuré. Tu ne comprends pas comment elle est. Élodie est compliquée. Si je ne fais pas ce qu'elle veut, ce sont des semaines de disputes. Alors, tu choisis la bonne ambiance à la maison au prix d'humilier ta mère. Je me suis levée sentant la rage revenir. Je t'ai élevé seul, Thomas. J'ai travaillé comme une esclave pour que tu aies tout. J'ai sacrifié ma vie entière pour toi. Il a commencé à pleurer. Maman, je suis vraiment désolée, mais tu ne peux pas nous retirer la voiture, tu ne peux pas annuler l'école. Nous n'avons pas l'argent pour maintenir le niveau qu'Élodie exige. Bienvenue dans la vraie vie, mon fils. La vie que j'ai vécue pendant des années en t'élevant. Il faut que tu partes maintenant, Thomas. Il a marché jusqu'à la porte. Il s'est arrêté sans se retourner. Je t'aime, maman.
Je t'aime aussi, mon fils. Je t'aimerai toujours. Mais l'amour ne signifie pas accepter le manque de respect. Cela signifie avoir assez de dignité pour dire non quand c'est nécessaire. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocat de Thomas. Il voulait négocier. Il proposait de rendre la voiture en échange de plus de temps pour retirer Lucas de l'école. Dites-leur que j'accepte de donner 2 mois de plus d'école. Après cela, la responsabilité est la leur. Quant à la voiture, je la veux de retour dans 72 heures. 2 jours plus tard, la voiture était dans mon garage. Je l'ai vendue la même semaine. Mon amie Véronique m'a appelé. Madeleine, j'ai appris ce qui s'est passé. Tout le monde en parle. Élodie dit que tu es une belle-mère cruelle, que tu as abandonné ton petit-fils, qu'il parle. Je connais la vérité, et ceux qui me connaissent vraiment la connaissent aussi. Un soir, j'ai reçu un lien vers une publication. C'était Élodie assise sur un canapé. « Je n'ai jamais imaginé que ça se terminerait ainsi, disait-elle. J'ai toujours traité ma belle-mère avec respect, mais elle est jalouse de mon mariage. Et quand j'ai établi des limites saines, elle s'est vengée. Elle nous a retiré la voiture, annulé l'école de Lucas. Comment quelqu'un fait ça à sa propre famille? Chaque mot était un mensonge, chaque larme fausse. J'ai fermé la vidéo. Je n'allais pas me défendre publiquement. Ceux qui avaient besoin de connaître la vérité la connaissaient déjà. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'une femme appelée Isabelle. « Madeleine, nous ne nous connaissons pas, mais je suis la mère de Julien, collègue de Thomas. Je voulais que tu saches que tout le monde ne croit pas en la version d'Élodie. Julien travaille dans le même service que ton fils. Il sait comment est Élodie. Tout le monde au bureau le sait. Elle vit en se vantant de comment elle manipule la belle-mère riche, de comment elle obtient tout ce qu'elle veut de toi. Et quand ton fils n'est pas dans les parages, elle flirte avec d'autres hommes. C'est pourquoi Julien a toujours eu pitié de Thomas. 1 mois après avoir annulé les paiements de l'école, Thomas est apparu chez moi un samedi matin. Il était différent, plus maigre, des cernes profondes. Je peux entrer. J'ai hésité puis je me suis écartée. Il est entré et est resté debout dans le salon, regardant autour comme s'il voyait cet endroit pour la première fois. « Lucas demande après toi », a-t-il dit. Thomas s'est assis gardant la distance. « Parce que tu avais raison, surtout. » Élodie, finalement j'ai vu qui elle est vraiment. Après que tu as retiré la voiture, tout a changé. Elle a passé des semaines à me blâmer. Quand j'ai dit que je n'allais pas te faire revenir en arrière, elle a explosé. Elle a dit qu'elle ne s'était mariée avec moi que parce qu'elle pensait que tu étais plus riche, que j'étais faible, manipulable, qu'elle ne m'a jamais vraiment aimée. Thomas, j'ai été un idiot, maman. Tu as essayé de m'avertir et je n'ai pas voulu voir. Maintenant je dors sur le canapé, nous nous parlons à peine. Lucas sent la tension et moi, je ne sais pas quoi faire. Thomas, je te pardonne. Mais pardonner ne signifie pas que les choses redeviennent comme avant. Je sais et je ne veux pas ça. J'ai changé Lucas à une bonne école publique. Nous utilisons les transports en commun. Nous avons réduit les dépenses et nous survivons. Lucas est même plus heureux. Maman, peux-tu voir Lucas de temps en temps? Je peux l'amener chez toi. Juste toi, lui et moi. Il a besoin de toi. Et moi aussi. Oui, tu peux l'amener quand tu veux. Thomas s'est levé et m'a vraiment embrassé. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. Je ne renoncerai jamais à toi, Thomas, mais je n'accepterai plus jamais qu'on me manque de respect. Dans les mois suivants, nous avons construit une nouvelle routine. Thomas amenait Lucas tous les samedis. Nous passions la journée ensemble, parc, glace, film à la maison. Lucas a commencé à m'appeler grand-mère sans formalité, à m'embrasser spontanément, à me raconter l'école, les amis, les rêves. 2 mois après la séparation, Thomas est apparu chez moi. Je vais me séparer. Ça ne va plus. La cohabitation est insoutenable. Lucas souffre des disputes constantes et je ne supporte plus de vivre un mensonge. Je veux la garde alternée de Lucas. Les mois suivants ont été tumultueux. Le processus de séparation a été conflictuel. Élodie a engagé un avocat cher et a tout essayé pour obtenir une pension élevée et la garde exclusive. Mais Thomas avait la documentation de tout. Le juge aux affaires familiales a décidé la garde alternée et une pension juste. Un après-midi, j'étais avec Lucas au parc quand Sylvie, une voisine de Thomas, m'a parlé.
Madeleine, je ne devrais pas te raconter, mais Élodie sort avec un homme plus âgé, marié. C'est le même qu'elle recevait dans l'appartement quand Thomas travaillait. Tout le monde le savait, sauf ton fils. 2 semaines plus tard, Thomas est apparu bouleversé. J'ai découvert quelque chose. Élodie a un amant depuis plus d'1 an, un entrepreneur marié qui finance son style de vie. C'est pour ça qu'elle s'est mise désespérée quand tu as coupé l'aide financière. Et comment tu gères ça? Soulagée. Ça confirme que ce n'était pas moi. Elle ne m'a jamais vraiment aimée. L'avocat de Thomas a présenté les preuves de l'adultère. Le juge a reconsidéré la garde. La garde principale est restée avec Thomas. Élodie n'aurait que des visites les fins de semaine alternées. Thomas avait loué un appartement plus petit mais accueillant. Il avait rencontré Céline, une professeure gentille et authentique. Pendant un dîner, Thomas a pris une enveloppe. « Maman, c'est pour toi. » À l'intérieur, il y avait un chèque de 15 000 €, l'argent de la voiture. Je l'ai économisé pendant 2 ans. Je veux te le rendre. D'accord, j'accepte, mais à une condition. Je vais créer un fonds de bourse d'études pour les enfants défavorisés au nom de ton père, Pierre. Thomas s'est levé et m'a embrassé en pleurant. Il serait fier, maman. 2 ans plus tard, lors de l'anniversaire des 8 ans de Lucas, il a demandé « Grand-mère, je veux faire ma fête chez toi, avec le gâteau au chocolat que tu fais, avec mes amis qui courent dans le jardin. » C'est ça le vrai bonheur. La fête a été exactement comme il l'avait demandé. 15 enfants dans le jardin, gâteau fait avec amour, amuse-gueule maison, jus naturel. Juste de la joie authentique. À la fin, Lucas est venu m'embrasser. « Merci grand-mère. C'était la meilleure fête de toutes. Quand je serai grand, je veux être comme toi, forte, courageuse. » Je l'ai serré fort, les larmes coulant. 4 ans après, Élodie est venue chercher Lucas. Nos regards se sont croisés. Pour la première fois, je n'ai pas vu d'arrogance. « Je voulais m'excuser, » a-t-elle dit, « pour la façon dont je t'ai traité. »« Pourquoi maintenant ?»« Parce que je suis allée en thérapie. J'ai tout perdu et j'ai dû affronter qui j'étais. Je te pardonne, Élodie, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. » 5 ans après ce message à l'aube, mon entreprise a fêté ses 30 ans. J'ai parlé de parcours, de nouveaux départs, de résilience. Véronique m'a conseillé de prendre ma retraite. Tu as du temps avec Lucas, tu as tes projets sociaux, tu as la paix. Elle avait raison. J'ai préparé ma succession. Quelques mois plus tard, un magazine national voulait faire un reportage. Le reportage est sorti avec le titre « La grand-mère qui a dit non ». La répercussion a été immense. J'ai reçu des centaines de messages de femmes. Le fonds de bourse que j'avais créé au nom de Pierre avait déjà aidé 15 enfants. Aujourd'hui, à mes 74 ans, je peux dire que je suis en paix. Ce message à l'aube m'a détruite, mais il m'a aussi reconstruite plus forte. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour s'imposer, que le respect s'exige, que la vraie famille se construit sur l'amour authentique. J'ai appris que j'avais de la valeur, non pas pour ce que je pouvais donner, mais simplement pour exister, pour être qui j'étais. Cette paix, cette dignité retrouvée, vaut plus que n'importe quel luxe. Parce qu'au final, la plus grande richesse est le respect pour nous-mêmes. C'est regarder dans le miroir et voir quelqu'un de valeur, quelqu'un qui ne se plie pas devant le manque de respect. Et je le mérite, nous le méritons tous. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.